je peux vous assurer que l'accompagnement du ministère ne fera pas défaut pour l'éducation inclusive en général et pour l'INEFJA en particulier et le projet qui nous réunit aujourd'hui. Je vous remercie de votre aimable attention. Leur permettre d'avoir accès à l'école est déjà en soi une façon d'éviter la violence physique et morale qu'ils ont dans cette année-là. Voilà, brièvement pour compléter. Sur l'aspect de la formation, très rapidement également, donc les formateurs, les enseignants des classes transitoires ont été formés pendant 2 semaines au tout début du programme, ainsi qu'un AVS dans chaque région à Thiès. Et donc là, ils ont une excellente maîtrise de la connaissance du braille et également de l'orientation mobilité. Ils ont un renforcement continu par les formateurs qui sont mis à disposition dans les régions. Les enseignants des classes inclusives bénéficient d'une formation annuelle plus courte, cette fois-là de 5 jours, pour pouvoir avoir dans leur classe un enfant en inclusion et connaître les éléments nécessaires au niveau du braille, et bénéficient également à la fois de CAP, donc de cellules d'appui pédagogique au continu, en général 1 à 2 fois par tous les 2 mois. Ils ont également un système de groupe WhatsApp pour que les enseignants puissent poser leurs questions quand ils sont face à des difficultés, ne savent pas par exemple comment interpréter certaines notions de géométrie, etc. Donc vraiment le renforcement continu de la formation des enseignants est essentiel pour nous. Les directeurs et les inspecteurs sont également formés, et notamment les inspecteurs, parce que ce sont eux-mêmes qui évaluent la compétence et l'aptitude des enseignants inclusifs dans leur classe. Donc on a jugé qu'il était pertinent que ce soit les inspecteurs, au même titre qu'ils évaluent les enseignants des classes ordinaires. C'est également eux qui évaluent les enseignants des classes inclusives. Voilà. Et l'orientation mobilité, donc là, il suffit de voir comment les enfants se déplacent dans la cour et comment ils courent et comment ils sont capables de participer au cours d'éducation physique pour voir qu'il y a une forte orientation mobilité chez ces enfants, et dès lors les enseignants sont eux-mêmes capables de dispenser ces cours en orientation mobilité. Et un dernier mot sur la population, parce que là aussi on profite de journées telles que la journée de la canne blanche pour sensibiliser la population, pour mettre des bandeaux aux maires de certaines villes, et notamment le maire de Thiès a été sensibilisé à cette façon et a pris des mesures fortes, parce qu'après il a aménagé les trottoirs. Donc là aussi, la sensibilisation des communautés locales et des acteurs déconcentrés est essentielle pour nous. Voilà. Merci Madame Valérie, merci beaucoup. Surtout des familles par rapport à ce programme qui a été mis en place. Est-ce que ce programme a permis, sur l'impact que vous avez évalué, de réduire les violences physiques et morales que subissent ces enfants handicapés ou vivant avec handicap? Comment pouvons-nous apprécier cela pour voir réellement les effets sur ce que les enseignants, ce que les équipes pédagogiques et le projet a eu à investir par rapport à ce programme? C'est important pour nous et pour les éducateurs qui parlent souvent de protection des droits de l'enfant et de l'éducation inclusive, de voir comment les autres, qui souvent voient l'handicap comme quelqu'un qui est à côté des autres, mais qui n'a pas les mêmes droits, comment ce rapport d'évaluation pourrait sortir cet élément de perception sur les violences qui sont perpétrées à l'endroit de ces enfants handicapés. Je ne sais pas si vous avez compris bien ma question, mais c'est juste pour voir réellement quel est l'impact. Parce qu'on entre 4,5, si on me permet, inspecteur, hein, entre 4,5, ce critère d'impact et d'efficience. Comment les bénéficiaires de ces projets et leurs familles apprécient cet investissement qui a été mis dans le cadre de l'éducation inclusive. Voilà, inspecteur, la question que je voulais formuler, et je vous remercie. De Kaolack, Moustapha, qui se trouve là-bas, en jaune. Le représentant d'Handicap International, l'IA de Kaolack, le conseil départemental de Thiès et la mairie, l'action sociale de Thiès, Marilyn Descajoutiers, RBC et la FESAP. Pardon, excusez-moi. Ensuite, l'atelier 6 sur la prise en charge paramédicale et psychosociale en route vers une plus grande intégration sociale, animé par Ali, qui est ici à mes côtés, donc le représentant de Dynamo International, de Plan, Action sociale de Ziguinchor, le ministère de la Justice, la Direction des droits humains
et le responsable du foyer des cajoutiers. Et enfin, l'atelier 7 sur le partage d'expériences et la capitalisation, animé par la directrice exécutive de SHC, donc l'IA de Saint-Louis, l'IEF de Thiès, le directeur de l'INEFJA, le conseiller du WBI, COSIDEP, Slide Saver et la direction de l'enseignement élémentaire, monsieur le modérateur. Voilà. Monsieur, c'est Pape Dembossi. Si certaines personnes n'ont pas été citées, déjà on s'en excuse et on vous propose de rejoindre l'atelier de votre choix. En 2020 toujours, 103 enfants sont scolarisés dans l'école, dont 2 venant de Mbacké et 1 de Touba à venir. Une équipe pédagogique d'une 15aine de personnes et des personnes ressources accompagnent la structure, mais également un médecin ORL, mais aussi un audioprothésiste qui viennent en vacation. L'accompagnement d'autres partenaires a été signalé, notamment la TICAT, la coopération turque, la Fondation Sonatel, mais DP World. La vocation du centre Vorbotonal est justement la réhabilitation de l'ouïe et de la parole et leur intégration dans une participation à l'inclusion pour aller vers l'autonomisation. À sa suite, il revenait aux cajotiers de présenter leur structure qui a été créée en novembre 2009. De 2009 à 2010, il y avait 70 apprenants. Aujourd'hui, la structure compte 585 apprenants, dont 70 enfants sourds. À l'origine, c'était des enfants démunis, mais par la suite, en 2014, il y a eu l'accueil des premiers enfants sourds. Aujourd'hui, il y a un internat qui compte 52 enfants sourds, dont 30 enfants, mais également 30 enfants trisomiques. Le directeur pédagogique est revenu pour parler de la création qui date de 2019. Mais aujourd'hui, il y a 134 enfants, dont 67 sourds, qui sont pris dans l'inclusion dans 5 classes inclusives, la grande section, le CI, le CP, le CE1 et le CE2. L'objectif, c'est d'accompagner vers l'autonomisation avec 8 enseignants dans les classes inclusives qui visent à amener les enfants vers le CFE et penser à la création d'un collège après le CFE. Les enfants âgés vont dans les centres de formation professionnelle. À ce titre, il y a une coopération avec une structure du Bénin et les enseignants sont envoyés d'où les enseignants sont envoyés en formation. Dans une classe, il y a autant d'enfants sourds que d'enfants dits normaux. Ils s'asseyent en binôme et des AVS les accompagnent, qui nous viennent du Bénin, les accompagnent en tant qu'interprètes dans les différents centres. À la suite, M. Ali Dia est revenu par rapport à ce qui se fait dans INEFJA en soulevant 2 problèmes. La formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Et je salue vraiment la richesse des contenus qui sont présentés. Et après avoir suivi avec intérêt les différentes présentations, je me rends compte qu'il y a une recommandation phare qui a été faite. C'est de collaborer, bien de travailler davantage avec la formation professionnelle. Et je salue vraiment cette recommandation dans la mesure où la formation professionnelle, dans le cadre de l'élargissement de l'accès, fait des efforts considérables pour augmenter le taux de qualification, mais également pour accompagner les jeunes vers l'insertion. C'est pourquoi je suggère qu'il y ait plus de synergie pour que l'accompagnement des jeunes puisse se faire normalement. C'est cette recommandation ou bien cette contribution que je tenais à faire et je vous remercie. C'est lui qui m'a pris par la main et m'a permis d'avoir une séance d'imprégnation au niveau du dispositif de Alioune Badara Diallo. Et depuis, ayant été déjà suffisamment sensibilisé sur ces questions d'équité, vraiment nous avons pris en charge ce dispositif-là pour le renforcer et on est présentement dans une phase d'expansion parce que nous sommes convaincus que dans cette affaire-là, il faut diversifier les approches, diversifier les partenaires pour prendre en charge tout ce qu'il y a comme demande au niveau des régions. C'est dans ce contexte-là qu'au niveau du dispositif existant classique, avec la classe transitoire, avec
la formation des enseignants, la formation des enseignants des écoles qui doivent accueillir après la phase de transition les déficients visuels, etc. Nous avons pensé à l'introduction du jardinage, je parle sous le contrôle de M. Gueye, pour installer d'autres compétences au niveau de ces jeunes déficients visuels. Il y a un jardin potager pour accompagner la cantine qui produit, mais également il y a l'appui de l'académie et même du commandement de la zone militaire pour la prise en charge de la cantine. Parce que n'ayant pas de site d'hébergement, les jeunes ils font la navette entre le domicile et l'école, et pour éviter ces va-et-vient-là, en tout cas, on se débrouille pour qu'il y ait une cantine qui fonctionne pour vraiment les soulager un peu par rapport au transport. Mais aussi, ce qui est surtout important pour nous, c'est qu'on est en train de poser les jalons d'une internalisation et d'une pérennisation. En quoi faisant déjà avec le regroupement spécial, on avait plaidé pour que les auxiliaires du scolaire qui avaient le CAP soient enrôlés. Malheureusement, certains avaient été frappés par la limite d'âge, d'autres ne s'étaient pas inscrits à temps, mais on a pu quand même se battre pour avoir quelques-uns. Mais mieux, nous sommes en train de détacher des enseignants comme encadreurs dans les lycées et collèges. On peut intervenir en aval pour accueillir les jeunes qui sont dans le dispositif au niveau de l'élémentaire et du proscolaire. Nous formons également les professeurs et les responsables de cellules au niveau du moyen secondaire, parce que nous pensons que si on n'agit pas en aval, si on n'anticipe pas en aval, tout l'effort qui est consenti au niveau de l'élémentaire risque d'être perdu. Et c'est pourquoi vraiment on anticipe beaucoup avec l'aide de M. Gueye qui est là, qui est vraiment infatigable, et vraiment laissez-nous gérer au niveau de Ziguinchor, parce que tous les résultats de Ziguinchor, nous le devons vraiment, nous les avons grâce à l'engagement et le volontarisme vraiment de la générosité dans l'effort de M. Gueye.